Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouveau podcast sur 8e étage. Cette semaine, notre journaliste Lisa Castelli nous a emmenés au Japon pour nous raconter l'accueil qui était réservé aux réfugiés, aux migrants. Vous pouvez consulter ce grand reportage en cliquant dans le lien dans la description du podcast. Et avec nous, pour en parler, nous avons Hélène Lebaille qui est chargée de recherche CNRS à Sciences Po Série, qui a vécu donc de nombreuses années au Japon en étudiant notamment la question de la politique migratoire. Hélène Lebaille, bonjour. Bonjour. Alors, déjà pour commencer, pourquoi Japon et migration semblent à ce point incompatibles? Effectivement, le Japon a cette réputation d'être un des seuls pays les plus développés qui a eu très peu recours à l'immigration, en particulier pendant la période de reconstruction après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, bien sûr, le Japon était particulièrement touché aussi par cette Deuxième Guerre mondiale. Et donc, à la différence de pays comme la France, l'Angleterre, alors les États-Unis, c'est une autre histoire, mais on peu eu recours à une main-d'œuvre immigrée pour participer au renouveau économique au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et le Japon a aussi cette réputation jusqu'à aujourd'hui d'accueillir une très faible proportion de résidents étrangers, de travailleurs migrants, alors que jusqu'à récemment c'était la deuxième économie mondiale et que c'est encore aujourd'hui la troisième économie mondiale. Alors justement, est-ce qu'on peut refaire une petite chronologie des flux migratoires les plus importants qu'a connu le Japon au cours des derniers siècles, on va dire, on ne sait pas de... Ouais. Enfin, Alors effectivement, la présence étrangère, elle est quand même relativement importante au Japon. D'abord parce que le Japon, et c'est une histoire qui est mal connue, le Japon a été un pays colonisateur. Donc le Japon a colonisé Taïwan, a colonisé l'ensemble de la Corée avant la division de la Corée, et a en partie occupé presque euh, colonisé le nord-est de la Chine. Donc, de cette période-là, enfin, la colonisation a forcément entraîné des mouvements de migration importants, ce qui fait que à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quand le Japon perd la guerre et donc perd ses territoires colonisés, reste au Japon une population étrangère qui devient étrangère. En fait, c'était des sujets de l'Empire japonais qui deviennent étrangers à la fin de la colonisation et qui a le choix plus ou moins de rester au Japon ou de repartir. Et donc, ce qui fait qu'au lendemain de la guerre, vous avez en particulier une très grosse communauté coréenne qui reste au Japon et qui, malgré la mise en place de la guerre froide, etc., il va continuer à y avoir des mouvements de population plus ou moins légaux entre, en particulier, Corée du Sud et Japon. Et il reste également une communauté un peu moins importante, mais quand même importante, de Chinois de Taïwan et quelques Chinois du continent. Donc voilà, la première étape c'est ça, c'est-à-dire que malgré l'histoire longue, si on revient encore avant l'histoire de la période coloniale et de la période impériale du Japon, dans l'histoire longue, le Japon avait déjà une réputation de pays très fermé avant l'ouverture et l'époque Meiji et l'ère Meiji. Mais malgré tout, il y a eu un début de mélange des populations avec cette période impériale du Japon. mais finalement, on a l'impression que les premiers vrais flux migratoires datent de la Seconde Guerre mondiale. Ça paraît très tard, en fait, finalement. Non, ça date donc cette période de colonisation, c'est à partir de la fin du 19e siècle. Taïwan est colonisé en 1895 jusqu'à effectivement la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est toute cette période où il y a beaucoup plus d'entrées, de sorties de population qui correspond aussi à une présence occidentale, mais qui est forcément en nombre moins importante que celle des pays voisins et en plus colonisés. Mais voilà, donc ça date de la fin du 19e siècle. Mais alors justement, est-ce qu'on a une idée de comment étaient accueillis, on dira, comment étaient perçus ces migrants au Japon? Il y a plusieurs catégories de migrants dans cette première moitié du XXe siècle. Vous avez à la fois beaucoup d'étudiants, parce que le Japon, qui se modernise beaucoup plus rapidement que les pays asiatiques voisins, va devenir une possibilité pour les étudiants
qui ne peuvent pas aller jusqu'à New York ou jusqu'à Paris ou jusqu'à Londres pour étudier. Un certain nombre vont aller étudier, en particulier les étudiants chinois vont aller étudier à Tokyo, à Osaka, etc. Après, il y a également de simples travailleurs manuels en grand nombre. Vous avez aussi alors là c'est plutôt le 19e siècle, hein, c'est plutôt avant la période coloniale, pas mal de migrants ou expatriés, je ne sais pas comment les appeler, chinois qui servaient d'intermédiaires entre les commerçants occidentaux et les Japonais. Donc vous voyez, vous avez des catégories assez diverses. Il y a aussi beaucoup parmi les Coréens, il y a eu depuis longtemps des artisans et des artistes. Et la Corée, et là on remonte encore plus dans l'histoire, la Corée les Coréens avaient cette réputation de faire arriver vers le Japon un certain nombre de techniques depuis le continent asiatique vers le Japon. Donc voilà, la présence étrangère est relativement diversifiée avant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, j'avais lu aussi un article en préparant ce podcast de Minako Suzuki, que je pense le nom vous parle, qui est une sociologue qui travaille aussi donc sur ces questions-là, qui fait mention que la politique migratoire du Japon débuterait notamment en 1975 avec l'arrivée de réfugiés vietnamiens. Mais là encore, c'est un accueil qui s'est fait de manière forcée, on va dire, qui a été fait sous la pression internationale. Pourquoi cette volonté de fermeture, quoi, quelque part, du pays? Alors effectivement, là on arrive à la nouvelle phase. Là je vous ai parlé pour l'instant de tout ce qui s'est passé jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, fin de la Deuxième Guerre mondiale, il reste des populations qui deviennent étrangères, à nouveau des anciens sujets de l'Empire qui restent sur place. Et c'est la période de reconstruction. Hein. L'économie japonaise est quand même très très touchée par la guerre. Et là, on arrive dans de l'histoire qu'on connaît mieux, avec ce boom économique japonais incroyable dans les années 60, 70 jusqu'aux années 80. Et donc un besoin de main d'œuvre qui commence à se faire sentir dans la société japonaise. Et c'est là qu'on se pose la question, et pourquoi le Japon n'a pas fait comme les autres pays riches en développement, enfin qui connaissaient un boom économique. Donc voilà. Alors, ce qui se passe effectivement, ce dont vous me parlez là avec l'arrivée des réfugiés vietnamiens, c'est quand même une goutte d'eau dans la réalité de l'immigration au Japon. Mais c'est une goutte d'eau qui peut effectivement être assez révélatrice de la volonté ou de la non-volonté d'accueillir des réfugiés. Si je me souviens bien de ce que Minako Suzuki écrit, c'est effectivement sur l'accueil de ces réfugiés vietnamiens, qui est un peu quelque chose d'assez spécifique dans l'histoire de l'immigration, et ça n'a pas été un nombre important de personnes, mais qui est assez symbolique. Effectivement, par rapport à d'autres pays, les Japonais ont énormément sélectionné les réfugiés vietnamiens qu'ils ont acceptés. En particulier, ils ont mis des conditions et plutôt privilégié des personnes qui allaient facilement, qui étaient assez jeunes pour apprendre la langue. Donc cette question de l'intégration est importante, et assez jeunes pour être sûr de pouvoir trouver du travail. Donc la question de ne pas être dépendant du pays qui accueille. Donc on voit bien effectivement une très grande réticence à accueillir des personnes qui deviendraient soit très différents, enfin qui auraient du mal à s'intégrer, soit des personnes qui seraient un poids pour le pays. Bon, ce qui se passe à la même époque, c'est qu'il n'y a pas que cet accueil des réfugiés vietnamiens. À partir des années 70, le Japon a vu aussi arriver des travailleurs alors je me souviens plus exactement, mais je pense que c'est des Irakiens, des Iraniens, des Pakistanais, peut-être même le début des Bangladeshis qui arrivent fin des années 70, début des années 80, et du coup les débats sur la politique d'immigration, ou du moins sur le cadre avec le cadre des visas, des statuts de résidence, etc., commencent à entrer dans les débats politiques, parce que voilà, ces personnes n'ont pas vraiment de statut, enfin pour la plupart, n'ont pas vraiment de statut très clair sur la possibilité de travailler, en particulier au Japon. Et donc tous ces débats amènent en 1990 à une nouvelle loi qui définit un certain nombre de statuts de résidence, en particulier de statuts de résidence pour le travail, mais pas seulement. Et cette loi, plus
une loi de 1900, enfin une loi ou des réformes de 1993 qui porte cette fois-ci sur les apprentis étrangers. Donc c'est un programme d'apprentissage qui est quelque chose d'assez particulier parce que c'est un programme d'apprentissage qui est censé faire partie de l'aide au développement. Voilà, mais en réalité qui est largement utilisé pour faire venir une main-d'œuvre peu qualifiée au Japon. Ce qui fait qu'avec ces deux lois, on voit se mettre en place des politiques d'immigration en faveur d'une immigration de travail qui reste très restrictive, mais au-delà d'être relativement restrictive, qui également ne dit pas vraiment de quoi il s'agit. Et donc c'est pour ça que beaucoup de chercheurs japonais on parlait de side doors, donc en fait de portes de côté pour laisser entrer l'immigration de travail sans le dire à la population, sans que ce soit affiché officiellement comme une évolution vers ou comme la volonté d'évoluer vers le fait d'être un pays d'immigration de travail. Alors, vous le disiez, effectivement, c'est une politique qui est très sélective. D'ailleurs, un peu plus récemment, je voyais c'était en 2000 ou 2008, le Japon a lancé objectif 300 000 étudiants étrangers d'ici 2020. Et là, pour le coup, c'était une volonté affichée de faire de l'œil aux travailleurs hautement qualifiés. Donc, on reste toujours sur une politique qui est très sélective, finalement. Alors, moi, je sais pas si j'ai dit sélective, je pense que j'ai dit restrictive, parce que en réalité, tout ce qui est affiché officiellement comme politique pro-immigration donne l'impression que c'est très sélectif et que ça vise que les personnes très qualifiées. Mais la réalité, avec ces portes de côté, c'est que la présence étrangère au Japon est pas spécialement hautement qualifiée. Donc, vous avez un certain nombre de statuts de résidence qui permettent à une population moins qualifiée de venir travailler au Japon. Donc il y a le statut d'apprenti, et là vous avez en fait une tendance à libéraliser, enfin à augmenter le nombre d'entrées via ce système d'apprenti. En 1990, la nouvelle loi avait créé également un statut pour les descendants de japonais de deuxième, troisième, qui a été étendu plus tard à quatrième génération. Et donc là, on va pas demander aux personnes quelle est leur qualification. Tout le monde peut venir. Ce qui était affiché officiellement, c'était que voilà, c'était bien de recréer du lien avec la diaspora japonaise, de permettre à ces descendants de japonais de venir découvrir le pays d'origine de leurs parents ou de leurs grands-arrière-grands-parents. Mais en réalité, toutes ces personnes, enfin la quasi-totalité des personnes de descendants de japonais arrivés avec ce visa ont travaillé dans des emplois très peu qualifiés. Donc eux aussi, ils représentent une partie peut-être parfois plus importante que les travailleurs qualifiés qui sont arrivés avec des statuts qualifiés. Et voilà, et effectivement, après, vous avez cette volonté alors là, affichée d'attirer une population, mais comme tous les pays, hein, d'attirer une immigration plus qualifiée. Et du coup, une ouverture, enfin une volonté d'attirer les étudiants. Et depuis 1990, la possibilité pour les étudiants diplômés au Japon de rester à la fin de leurs études une fois qu'ils ont leur diplôme est relativement facile. Donc, même si on compare avec la France où on entend toutes ces histoires sur la difficulté pour les étudiants de rester à la fin de leurs études, au Japon, c'est pas des débats qui sont visibles dans la presse. Les étudiants très souvent arrivent à trouver un emploi et à faire passer leur visa d'un visa étudiant vers un visa de travail. Mais ce qui reste quand même un faible pourcentage des personnes qui souhaiteraient résider, des migrants qui souhaiteraient résider au Japon. Finalement, si ça tient que aux étudiants, bon, c'est facile pour les étudiants, mais ça reste un faible pourcentage. En fait, c'est compliqué de raisonner comme ça parce que en Asie, donc la plupart, ce qu'on n'a pas dit jusqu'ici, c'est que la plupart des immigrés étrangers au Japon sont asiatiques. La plupart viennent de pays où la politique migratoire est également relativement stricte. Donc, la volonté des personnes de rester quand ils sont quand ils sont dans un statut qui dès le début était un statut de résidence temporaire,
enfin, faudrait voir des études. Comment ils imaginent leur séjour sur un plus long terme. Voilà, j'en sais rien. Après, si vous voulez, par exemple, pour les personnes descendantes japonais qui arrivent avec un visa particulier qui s'appelle visa de moyen séjour ou de long séjour, ils peuvent le renouveler autant qu'ils veulent, ce visa, ce permis de séjour. Donc c'est pas, il y a pas de limite. Après, si vous prenez une autre partie de la migration, qui est une part importante de l'immigration au Japon, qui est l'immigration des épouses de Japonais, cette immigration également, en réalité, a un statut assez stable parce que très vite, ils vont avoir un permis de résidence permanent ou la nationalité japonaise. Oui, parce que vous avez beaucoup travaillé sur cette question effectivement des migrations via le mariage. Donc là, effectivement, c'est ce que vous êtes en train de dire, c'est que c'est relativement aisé. Si c'est une migration comme ça, le statut est relativement stable en tout cas. Oui, à part les cas de bon, c'est forcément il y a forcément des situations compliquées, hein, parce qu'on est quand même dans des mariages souvent réalisés à distance, les gens se sont pas beaucoup connus avant. Donc à part les cas de violences domestiques, qui est parce que pendant les premières années avant d'obtenir un permis de résidence permanent, il faut la signature du mari ou de la femme pour renouveler le visa, où là, effectivement, il peut y avoir des difficultés à trouver une stabilité au Japon. Une fois qu'on a le permis de résidence permanent, on ne dépend plus de son conjoint, ou bien une fois qu'on a la nationalité japonaise, forcément, on ne dépend plus du conjoint. Donc là, il y a des formes d'immigration permanente qui sont possibles. Très bien. Et alors, un des derniers points quand même, c'est qu'on parle beaucoup du déclin démographique du Japon. On estime donc des 126 millions actuels que ça passerait à 87 millions en 2060. Alors justement, pourquoi est-ce qu'à l'inverse, le gouvernement ne cherche pas à renouveler plus abondamment sa population? Ouais, c'est ce qu'on appelle l'immigration de remplacement dans le jargon de l'OCDE. Effectivement, je pense, enfin, on n'a pas parlé de tout, on peut pas parler de tout en 30 minutes, mais il y a forcément il y a une réticence au Japon à s'ouvrir à l'immigration, à transformer l'identité nationale. Bon, effectivement, il y a des vrais débats, des vraies réticences. Après, pour les observateurs, journalistes, chercheurs et tout le monde d'ailleurs, c'est extrêmement intéressant de voir que finalement, le Japon va peut-être être le premier cas de pays qui va gérer sa décroissance démographique sans forcément prendre pour première solution l'immigration. Et donc, il y a effectivement tout un travail sur comment faire participer à la population vieillissante, à l'activité productive, comment faire participer plus les femmes, comment voilà, tout ce qu'il y a autour, et ça fait partie aussi des stéréotypes qu'on a sur le Japon, tout le développement de la robotique pour la prise en charge des soins des personnes. Donc voilà, il y a des innovations, il y a de la réflexion autour de ça. Et effectivement, c'est intéressant de voir que malgré cette pression très forte, parce que le Japon est effectivement un des pays les plus vieux au monde, malgré tout, c'est pas l'immigration qui est la première solution proposée. Mais ça n'empêche pas le gouvernement, toujours sans trop le dire, de faire entrer de plus en plus d'étrangers pour prendre en charge le travail de soins aux personnes âgées. Hein. Voilà. Et donc, il y a effectivement une immigration assez importante à travers les apprentis, à travers des différents visas de résidence qui existent. Et c'est en train quand même de changer. Hein. Il y a quand même plus d'immigration au Japon aujourd'hui, et surtout dans ce domaine du soin aux personnes âgées. Alors, ce sera toujours de manière effectivement assez ciblée, hein, si on comprend bien. Là, je voyais, dans notre reportage, on parle de la question des réfugiés, où il y en a eu 20... Oui, l'asile a été accordé à 20 personnes en 2017, hein, ce qui est effectivement peu par rapport au nombre de dossiers, plus de 19 000. Alors là, le gouvernement a annoncé que pour 2018, les réfugiés jusqu'ici pouvaient travailler le temps que leur dossier soit traité, qui était un temps relativement long a priori, mais désormais en 2018, ils ne pourront plus. Est-ce qu'on a une idée des conséquences justement
que ça peut avoir, ce genre de décision? Est-ce que ça risque pas encore de refermer davantage? Bon, alors pour le coup, c'est pas ma mon sujet de recherche, la question des réfugiés. Euh, oui, je pense que c'est un signe assez négatif qu'envoie le Japon pour les potentiels demandeurs d'asile au Japon. Euh, Autour de cette question de la demande d'asile, il faut quand même se souvenir que le Japon est loin pour un certain nombre de potentiels demandeurs d'asile, à savoir que le pays le plus proche qui aujourd'hui dans le monde entier demande éventuellement l'asile, ce serait la Birmanie. Mais la Birmanie, c'est quand même très très loin du Japon et on n'arrive pas à pied au Japon. Donc il faut quand même aussi, au-delà du fait effectivement que le Japon n'envoie aucun signe positif pour amener les gens à venir sur son territoire demander l'asile politique, faut quand même se souvenir que c'est loin de tout pied. Enfin, il y a la Corée du Nord, vous me direz, mais c'est pareil, il faut aussi traverser la mer et la Corée est de toute façon très protégée, donc les gens sortent pas beaucoup. Voilà. Donc, oui, et ce qui peut expliquer aussi pourquoi le Japon est plus enclin à verser de l'argent pour essayer de stabiliser justement les zones en conflit. Oui. Oui, ça il faut pas l'oublier que sur beaucoup d'aspects, le Japon a toujours plutôt contribué financièrement, donc que ce soit au commissariat aux réfugiés, le HCR, ou que ce soit pour tout ce qui est opération de maintien de la paix de l'ONU, plus que de participer physiquement ou avec des biens, le Japon participe de manière financière. Donc ça, c'est effectivement aussi des choix de politique extérieure. Ouais. Très bien. Alors bon, pour conclure, effectivement, sur la manière dont la politique migratoire du Japon pourrait évoluer, je pense qu'on peut revenir, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, hein, c'est qu'ils sont en train de toute façon de la faire évoluer, d'augmenter leur capacité d'accueil, on va dire, mais que l'évolution risque plutôt d'être effectivement assez ciblée sur des domaines où ils savent qu'ils ont Oui. des besoins humains, pour le coup. Oui, effectivement. Et puis, en fait, pour abonder aussi dans votre sens de ce Japon extrêmement fermé, même si vous voyez que je suis un peu réticente à dire ça, c'est que ce qui est intéressant, c'est que le nombre d'étudiants japonais qui sort diminue. Le nombre d'immigration par le mariage, le nombre de mariages mixtes au Japon diminue. Et là aussi, ce sont des éléments qui sont encore peu étudiés, on a encore peu d'éléments d'analyse, mais qui sont assez étonnants dans le type dans le cadre de la mondialisation aujourd'hui, de voir ces évolutions-là. Qu'est-ce que ça pourrait sous-entendre du coup justement cette diminution? À nouveau, une un sentiment de fermeture de la société qui souhaite pas de mariage mixte, qui souhaite pas aller étudier à l'étranger, mais plutôt s'assurer une bonne formation sur place pour être sûr de trouver un emploi. Alors après, c'est peut-être des signes de fermeture, c'est peut-être aussi des signes d'angoisse de la part d'une société qui voilà, qui démographiquement diminue, qui économiquement ralentit. Voilà, j'aurais du mal à analyser là comme ça en une minute, mais c'est des éléments intéressants à étudier à partir de maintenant. Bon, en tout cas, c'est effectivement le signe d'une population en transition, à voir ensuite Ouais, dans quel sens et voilà. à suivre sur les prochaines années comment ça va évoluer dans ce cas. Mm. Bon, bah très bien. Bah écoutez, merci beaucoup Hélène Lebaille d'avoir accepté. Merci à vous. Et donc je rappelle à tous nos internautes, si vous souhaitez consulter ce long reportage, il suffit de cliquer dans le lien dans la description du podcast et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur 8e étage.